Deuxième émission de notre série Avoir raison avec Marc Bloch. Après avoir évoqué hier l'immense curiosité de cet historien né en 1886, combattant de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il réfléchit à la circulation des rumeurs et des fausses nouvelles, nous allons aujourd'hui nous approcher de sa première grande œuvre d'historien rédigée alors qu'il enseignait au lendemain de la Grande Guerre à l'université de Strasbourg en compagnie de Lucien Febvre ou encore de Maurice Halbwachs. Cette université de Strasbourg, redevenue tout juste française, cette œuvre s'appelle Les Rois thaumaturges et est sortie en librairie en 1924. Dans ce livre majeur, considéré comme fondateur de l'anthropologie historique, Marc Bloch s'interroge sur la naissance, le développement et la mort, en France comme en Angleterre, de la croyance aux rois médecins, guérissant par leurs vertus héritées de Dieu les malades des écrouelles ou encore de l'épilepsie. Une œuvre pionnière et originale, vieille désormais d'un siècle, dans laquelle les chercheurs du début du XXIe siècle ne cessent de puiser. Pour en parler ce matin avec nous, Étienne Hanheim, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur des Annales, la revue fondée par Marc Bloch et par Lucien Febvre, et Muriel Gaud-Ferragut, elle est maître de conférence à Paris 13, auteur d'une thèse sur la mort et les funérailles des princes dans la France de la fin du Moyen-Âge, ainsi que d'un ouvrage récent paru chez Talandier sur les reines au Moyen-Âge. En France, on s'accoutuma, depuis le XVe siècle au plus tard, à opérer un tri parmi les pauvres gens qui venaient chercher auprès de leur souverain le soulagement de leurs maux. Car la spécialité de l'auguste médecin était désormais bien établie. Il guérissait les écrouelles et les écrouelles seulement. Il convenait donc de n'admettre auprès de lui que des malades atteints de cette affection. Ouvrir la porte aux autres eût été imposer au prince des pertes de temps inutiles et peut-être aussi risquer de compromettre son prestige en lui faisant accomplir des gestes guérisseurs destinés, pensait-on, à demeurer sûrement inefficaces. D'où un premier diagnostic plus ou moins sommaire, dont on confia sans doute dès cette époque le soin aux médecins de la cour. Quiconque désirait obtenir la grâce de l'attouchement royal devait tout d'abord se soumettre à cet examen. Cela n'allait point toujours sans criaillerie. Un jour, Charles VII se trouvait à Langres, un certain Henri Payot, maréchal Ferrand, habitant près de cette ville, voulut lui amener sa sœur, qu'on disait scrofuleuse. Les gens du roi refusèrent d'admettre cette personne, donnant pour raison qu'elle n'avait point les écrouelles. Henri Payot, déjà aigri par les pertes que lui avaient fait subir les guerres, se vengea de cette dernière déconvenue par des paroles mauvaises, appelant la malédiction divine sur son souverain et sur la reine, et traitant les deux royaux époux de fous et de folles. Ces propos, avec d'autres également malsonnants, furent répétés, si bien que le malheureux dut, plus tard, se procurer une lettre de rémission qu'il paya sans doute à beau denier comptant. Bonjour à vous, Muriel Gaud-Ferragut. Et bonjour, Étienne Hanheim. Je viens de lire un extrait de Ces Rois thaumaturges qui va nous occuper pendant cette demi-heure, deuxième volet de notre série d'émissions Avoir raison avec Marc Bloch. Ce livre a été publié au milieu des années 20. Étienne Hanheim, il est important parce que c'est un livre d'un historien du Moyen-Âge, mais qui... et on le dira plus tard, peut-être explose les barrières temporelles du Moyen-Âge, puisqu'il vient jusqu'au XVIIIe, voire jusqu'au XIXe siècle, pour s'intéresser à cette question des rois médecins, de ces rois thaumaturges. Qu'est-ce que ces rois thaumaturges et comment met-il au milieu de son travail, donc juste après la Première Guerre mondiale, cette question à l'honneur, pourrait-on dire, Étienne Hanheim ? Marc Bloch, dans ce livre, part d'un fait historique avéré qui est que les rois de France et les rois d'Angleterre, dans un certain nombre de circonstances, en particulier après le sacre, touchaient des malades atteints de la maladie qu'on appelait les écrouelles et étaient réputés les guérir. Et il part de ce fait historique et essaye d'en reconstruire l'histoire en suivant la chronologie imposée par son objet et non pas la chronologie des périodes. Et c'est un premier élément très intéressant puisque du coup il est mené à commencer son enquête au XIe siècle et finit au XVIIIe voire au XIXe siècle puisque le dernier touché des écrouelles en France c'est en 1825 le roi de France Charles X. Et c'est un des premiers aspects très originaux de ce livre que de travailler dans ce qu'on appellera plus tard la longue durée. Une longue durée, donc, et aussi un comparatisme volontaire de la part de Marc Bloch, Muriel Gaud-Ferragut, puisque il travaille sur deux pays, donc à cheval sur la Manche. Donc, ces pays, ce sont l'Angleterre et la France, et il s'intéresse à l'émergence, la naissance,
qui n'est pas tout à fait parallèle, un peu successive, de ces qualités thaumaturges des rois de France et des rois d'Angleterre. En effet, ce sont dans ces deux pays, dans ces deux monarchies, que ces rois sont devenus thaumaturges. Alors pas au même moment, effectivement, puisque en Angleterre, on est dans une datation qui est un peu plus tardive, et c'est très intéressant que ce soit dans ces deux pays-là, puisque on est dans une espèce aussi de concurrence, d'émulation quelque part entre deux dynasties, les Capétiens d'un côté, puis ensuite les Plantagenets de l'autre. Et il faut bien comprendre que voilà, ce rite guérisseur est aussi né de cette concurrence entre guillemets. Alors ces deux rois donc de chaque côté de la Manche, je le disais, Étienne Hanheim, sont censés guérir leurs sujets lorsqu'ils sont malades de cette maladie qui s'appelle les écrouelles. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que c'est les écrouelles aujourd'hui. Si, on sait un peu ce que c'est. Enfin, on ne les connaît plus sous ce nom-là aujourd'hui. Non, on les connaît plus sous ce nom-là parce que la médecine ancienne, c'est un livre effectivement qui est intéressant aussi du point de vue de la perception de la maladie et de l'histoire médicale. C'est-à-dire que les regroupements thématiques de la médecine ne sont plus du tout celles des catégories anciennes. Et par ailleurs, c'est un type de maladie qu'on sait aujourd'hui guérir à partir de traitements antibiotiques. Mais dans les sociétés anciennes, c'était une maladie qui était particulièrement problématique du point de vue des cadres de la perception médicale parce que elle suscitait des purulences, des bubons et des déformations en particulier au niveau du cou et du visage. Et donc c'était une maladie très stigmatisante qu'on rapprochait parfois de la lèpre. Or ces maladies vous désignent dans la société médiévale comme des parias. Et le fait que le roi ait un pouvoir potentiellement guérisseur et qu'il puisse libérer ces sujets de cette sorte de malédiction qui les mettait à part de la société était très important pour comprendre l'enjeu de ce rite. Alors, ce qu'il est important de dire pour nos auditeurs, Muriel Godefroy-Ragu, c'est que effectivement, il traque la naissance d'une tradition, pourrait-on dire, l'invention même d'une tradition. D'ailleurs, c'est assez intéressant que à la page 227 de l'édition Gallimard de ces rois thaumaturges, on trouve l'idée de création de tradition. C'est une formule qui aurait pu être reprise beaucoup plus tard par Eric Hobsbawm lorsqu'il a inventé dans les années 70 le terme d'invention de tradition. Comment, justement, une tradition, celle des rois thaumaturges, peut-elle naître dans un contexte social donné? C'est ce qui intéresse Marc Bloch dans ce livre de 1924. Alors, ce qui est très intéressant, c'est un travail vraiment pionnier et l'origine du rituel, de la naissance du rituel, Marc Bloch l'a un petit peu anticipé quelque part. Et quand on lit la préface ici de Jacques Le Goff, on voit bien qu'il faut déplacer quelque peu la datation. Alors en France, c'est Louis VI, on a une attestation de ses premiers touchés royaux donc sous Louis VI, mais c'est surtout à partir de Louis IX, donc de Saint-Louis, que le rite se met en place de manière très régulière. Le roi, presque quotidiennement, peut toucher des malades qui viennent le voir à la sortie de la messe. Donc plutôt le XIIIe que le XIe siècle, comme le pensait Marc Bloch dans ce texte, donc dont je rappelle qu'il a été écrit maintenant il y a presque 100 ans. Aujourd'hui, alors il y a cette question de la datation, donc on peut mettre en discussion cette datation telle que Marc Bloch l'a vue, mais ce qui l'intéressait, Étienne Hanheim, c'était aussi de se dire que il fallait séparer cette façon dont le roi guérit les écrouelles de toutes les autres façons dont le roi, surtout lorsqu'il est considéré comme un saint, peut guérir. C'est-à-dire qu'il a voulu traquer cette question précise des écrouelles plutôt que l'ensemble des attributs que l'on peut donner à un roi, parce que par ailleurs, il est saint et donc il se dit il faut traquer une filiation, une suite d'événements, et c'est pour cela qu'il commençait qu'au XIe siècle cette question-là. L'une des forces du livre, c'est effectivement de partir d'un point extrêmement précis. C'est-à-dire que ça n'est pas un livre général sur la royauté sacrée ou le pouvoir guérisseur du roi en tant qu'intercesseur vis-à-vis de Dieu ou de ses saints. C'est un livre qui repose sur une pratique, je dirais au sens de la pratique sociale. Et cette pratique, c'est le toucher de ces écrouelles-là. Donc, au fond, un livre qui va restreindre la focale sur un point très précis. Mais la force de Marc Bloch, et c'est là où la démonstration méthodologique est tout à fait extraordinaire et toujours extrêmement pertinente pour nous aujourd'hui, c'est que, en fait, en partant d'un point très précis et en cherchant à faire une reconstitution archivistique et documentaire, il arrive à tirer un fil conducteur depuis le Moyen-Âge central jusqu'au XIXe siècle, de manière continue, et dont il arrive à montrer les différentes facettes qui permettent de faire une histoire du corps, une histoire de la médecine, une histoire du pouvoir royal, une histoire de l'opinion publique face au roi. C'est
en ce sens que le livre est effectivement tout à fait frappant. En quoi tranche-t-il sur les travaux qui sont produits dans les mêmes années, dans les années 20 par exemple, par d'autres grands médiévistes, Muriel Gaud-Ferragut, et en quoi on peut dire que ces rois thaumaturges de Marc Bloch, dont on parle aujourd'hui, sont un moment particulier de l'histoire du Moyen-Âge, de l'histoire de ce qu'on pourrait appeler aussi les mentalités ou encore de l'anthropologie historique? C'est vraiment le premier grand livre d'anthropologie historique, avec une histoire politique renouvelée. Il ne s'agit pas d'étudier ici des institutions, mais vraiment de se pencher sur un rituel, ce qui ne se faisait pas tellement. Même c'est le premier livre qui se penche comme ça sur un geste précis, un rituel, et à partir de là, il y a toute une série de croyances. On est dans une histoire aussi des mentalités, une histoire vraiment politique totalement renouvelée, me semble-t-il, dans ces années 1920. Oui, ce que dit d'ailleurs page 89 de ces rois thaumaturges Marc Bloch dans son édition de chez Gallimard. Il y a dans tout rituel comme une force interne de développement, et c'est ce qu'il s'engage à traquer, la force interne de ce développement, de ce rituel, Étienne Hanheim. Oui, et lorsque Marc Bloch dit ça, on voit qu'il a en tête en fait bien d'autres choses que l'histoire politique telle qu'elle s'écrivait à l'époque chez les historiens du Moyen-Âge, mais pas seulement du Moyen-Âge. Et la chose très importante à comprendre pour imaginer la force de ce livre et son surgissement dans les années 20, c'est de comprendre l'horizon intellectuel de Marc Bloch. Et Marc Bloch, à ce moment-là, n'écrit pas simplement ce livre par rapport aux gens qui ont fait de l'histoire des rois de France. Il y a deux directions très importantes, je crois. C'est tout d'abord l'interdisciplinarité et les sciences sociales, et au sein de ces sciences sociales, l'anthropologie qui joue un rôle fondamental. C'est-à-dire que Marc Bloch, pour écrire ce livre, a en tête les grands anthropologues qui sont lus dans les années 20. Alors, pas forcément ceux auxquels on penserait nous, Marcel Mauss, pas forcément Marcel Mauss, mais Fraser en Angleterre. Alors, Mauss quand même. Fraser, Lévi-Brühl, et donc il écrit vis-à-vis de cette anthropologie, mais aussi, on pourra en reparler, de la sociologie qui se développe à la même époque à Strasbourg. Et puis deuxième horizon, Marc Bloch écrit par rapport à une bibliographie d'histoire politique internationale, européenne, et en particulier allemande. Et la tradition allemande d'histoire du pouvoir qui, dès cette époque, met l'accent sur la question des mythes politiques, des rites, des symboles, va féconder le travail de Bloch et donner lieu à ce livre extrêmement différent de ce qui se publiait à l'époque en France. Alors il travaille aussi, Muriel Gaud-Ferragut, dans ses rois thaumaturges, sur la question de l'onction royale, de l'huile donc dont on oint le nouveau souverain en particulier, et il essaye de tisser ensemble cette question de celui qui va guérir ces sujets qui sont malades des écrouelles, et de l'autre côté de cette huile sainte dont on enduit justement le front de celui qui vient d'être couronné, et cela c'est aussi très original. Le front et les mains aussi. Les mains. Et effectivement, ce n'est en France d'ailleurs comme en Angleterre qu'après le sacre que le roi devient thaumaturge. Et c'est aussi à un moment donné une question centrale du livre, de savoir si l'hérédité qui fait roi peut, avant le sacre, le faire thaumaturge, ou s'il faut attendre le sacre. Et on voit bien que Bloch conclut finalement que l'opinion répandue, c'est vraiment cette histoire de sacre, avec donc il y a le front, les épaules, etc., et les mains. Et le roi donc impose aussi les mains, et c'est par le sacre, par cette huile, par cette sainte ampoule venue de Dieu, que le roi peut devenir le roi guérisseur que l'on connaît ici. Et cela, c'est extrêmement important parce que cela fait écho aussi à d'autres textes de Marc Bloch, et peut-être un des textes les plus énigmatiques dans les tranches des fêtes. Étienne Hanheim, quand on cite tout le temps, tous les candidats à chaque élection présidentielle depuis maintenant quelques années, citent régulièrement, n'est pas véritablement français, je ne sais plus la citation exacte, mais enfin celui qui ne vibre pas au sacre de Reims et à la fête de la Fédération, eh bien, ça explique aussi cet intérêt de Marc Bloch pour cette question de Reims et cette question de l'onction royale qui est au cœur de ce livre, Les rois thaumaturges. Vous avez raison, et c'est une question très complexe chez Marc Bloch. C'est-à-dire que Marc Bloch fait partie de ces historiens qui pensent qu'on fait de l'histoire à partir du présent. Et pour Marc Bloch, le présent des années 20-30, c'est cette France qui est à la fois nationaliste dans le sens qu'elle se situe au lendemain de la guerre de 14, et puis qui est
parcouru par les passions politiques de droite comme de gauche. Et par rapport à cette France politique qui le préoccupe grandement et dans laquelle il va s'engager en tant que citoyen, en même temps, l'historien vise à ressaisir des permanences de très longue durée. Et la question de Reims est un des éléments clés chez Bloch pour comprendre la très longue durée et l'articulation d'une histoire de France sur plusieurs temporalités. Et vous venez de citer ce passage de Bloch qui est tout le temps cité et parfois manipulé, où Bloch dit que pour être français, il faut vibrer au sacre de Reims et à la fête de la Fédération. Alors c'est un passage très important, très intéressant, qu'il écrit dans un contexte qui est celui des grands mouvements de 36 et du Front populaire, donc qu'il écrit dans une lecture qui est ostensiblement celle du mouvement populaire, et pour lui plutôt de gauche, qui se ressaisit à un moment donné du destin de la nation. Et d'ailleurs, on sait maintenant, grâce à la publication des papiers Marc Bloch, que la première occurrence de cette citation dans ses papiers personnels, c'est une petite note qui porte pour titre « Pourquoi je ne suis pas conservateur ». Donc, c'est pas une plaidoirie, je dirais, royaliste chez Bloch. En revanche, c'est une plaidoirie pour comprendre la construction nationale dans la très longue durée et pour donner toute sa place à la façon dont les rituels politiques de l'ancien régime et par exemple le sacre et ce qui l'accompagne ont structuré le pouvoir politique en France. Et puis surtout, pour travailler sur cette croyance, on a évoqué dans l'émission précédente d'hier la question des erreurs collectives de la Première Guerre mondiale, des fausses nouvelles qui circulaient pendant la Première Guerre mondiale. Et effectivement, on peut dire que les rois thaumaturges sortent aussi de cette expérience qu'a vécue Marc Bloch pendant la Première Guerre mondiale, de ces fausses nouvelles. Comment peut-on croire que le roi guérit? C'est une des questions qui est centrale. C'est la question centrale, pourrait-on dire, de ces rois thaumaturges, Muriel Gaud-Ferragut. Oui, tout à fait. Il s'interroge finalement sur toutes les légendes qui accompagnent le roi thaumaturge. C'est-à-dire que il faut bien voir que c'est dans un ensemble de légendes monarchiques avec tout un cycle, notamment aussi, vous savez, les lys, les origines miraculeuses, des lys de France, de l'oriflamme, etc. Ça fait partie d'un ensemble de croyances, de mentalités sur ce roi sacré, capable de guérir. Et donc, il faut bien voir aussi comment toutes ces légendes naissent. Alors, pas seulement, donc on a vu avec Louis IX le toucher, mais ensuite, il faut bien voir que sous Charles V, il y a vraiment des théoriciens du pouvoir, des théologiens qui mettent aussi en scène, en valeur, ce roi thaumaturge. Et il dit par exemple dans ses rois thaumaturges, la croyance au signe royal a été une des plus vivaces superstitions du Moyen-Âge. Elle va nous faire pénétrer profondément dans l'âme populaire. C'est une des questions aussi que se pose Marc Bloch, médiéviste, à propos de ce Moyen-Âge. C'est comment, effectivement, se fait la jonction entre ces classes populaires du Moyen-Âge, Étienne Anaheim, et la personne du roi. Et quel rapport les uns entretiennent-ils avec les autres? Oui, et c'est d'ailleurs une façon dont Marc Bloch essaye de se déprendre d'une histoire politique qui serait uniquement une histoire des grands hommes. Parce qu'au fond, ce qui l'intéresse dans ce livre, ça n'est pas la figure du roi en tant que tel, c'est le lien, le rapport, c'est un livre sur la relation entre le roi et ses sujets. Une relation qui, à un moment donné, s'incarne dans ce geste très particulier du toucher des écrouelles, mais qui a une portée beaucoup plus générale. Et c'est en ce sens que ce que vous venez de dire juste avant sur la croyance est important, parce qu'au fond, c'est un livre qui s'interroge sur la croyance, alors médicale, mais surtout sur la croyance politique. Qu'est-ce que c'est que de croire en une vertu particulière de son souverain? Surtout lorsqu'on fait du comparatisme, parce que c'est aussi une des grandes vertus des travaux de Marc Bloch dans ces années 20 et même un peu après, que de toujours vouloir comparer. Dans les caractères originaux, par exemple, sur lesquels il travaille effectivement sur les paysages modelés pendant le Moyen-Âge par les travaux de la paysannerie française et anglaise, il compare les paysages entre eux, et là il compare deux royautés entre elles, Muriel Gaud. Alors, il compare les deux royautés entre elles, et même il va plus loin parce que il s'interroge aussi sur les pays où finalement on a tenté de faire de certains rois des rois thaumaturges et où ça n'a pas fonctionné. Et donc, pour le royaume là de France et d'Angleterre, alors non seulement il y a la guérison des écrouelles, et puis dans le comparatisme, il a étudié aussi, alors pour l'Angleterre, un rite qui là par contre est inconnu en France, celui des anneaux médicinaux. Alors il faut raconter ce rite, effectivement, ce sont des pièces d'argent ou d'or qui sont posées par le souverain sur un autel. Ces pièces sont ensuite échangées
Oui, racheté par le roi. Racheté par le roi, et à partir du métal de ces pièces, on les fond pour faire des anneaux qui vont guérir l'épilepsie, c'est cela? Exactement, ce sont les anneaux médicinaux. Alors, c'est seulement un jour bien précis de l'année, le jour du Vendredi Saint, donc la Passion du Christ. Et en fait, avant de pouvoir poser les anneaux, il y a aussi l'adoration de la croix, de la vraie croix. On pensait qu'il y avait une parcelle de la vraie croix qui se trouvait donc dans la chapelle où résidait le roi. Et donc, c'est après cette adoration, cette prosternation, qu'il pose l'argent, l'or. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la reine elle-même, comme épouse de roi, a pu, elle aussi, effectuer cette guérison d'épileptique par l'intermédiaire des anneaux médicinaux. Parce que ce qui intéresse Marc Bloch, en l'occurrence Étienne Alain, c'est la fluctuation. La fluctuation dans l'espace et la fluctuation dans le temps. C'est-à-dire comment un rituel peut être adapté par un autre pays, comment un autre rituel peut rester totalement autochtone au pays qu'il a vu naître, comment ensuite, à l'intérieur de ce pays ou de ces pays, ils peuvent évoluer dans le temps. Tout cela, c'est ce que traque dans les rois thaumaturges Marc Bloch. Oui, c'est-à-dire qu'étudier un rituel dans sa permanence ne signifie pas du tout que le rituel reste égal à lui-même en toutes circonstances. Le rituel joue ici un rôle de révélateur, mais le révélateur justement des transformations historiques, sociologiques de la société, et en particulier de cette société qui le préoccupe tant, qui est la société européenne. Et j'insiste sur ce point parce que le livre de Marc Bloch est un livre d'histoire européenne. Il le dit d'ailleurs dans le livre. Il dit que c'est une contribution à l'histoire politique de l'Europe au sens large, au sens vrai du mot. Et il refuse par exemple la comparaison avec les pouvoirs sacrés des rois polynésiens. Il dit en fait ça ne peut pas marcher de la même manière. Donc il se dit il vaut mieux comparer des choses qui sont comparables entre elles. C'est ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle en sciences sociales la problématique du comparatisme, Marc Bloch choisit un comparatisme qu'on a dit parfois historique et non pas général, universel ou anthropologique, c'est-à-dire que il cherche à comparer des sociétés voisines en partant de l'idée que l'Europe médiévale et moderne a une unité sociale et politique qui va permettre de comprendre les variations. Et puis, il bouscule, comme on l'a dit au tout début, la chronologie habituelle de ces périodes historiques qui sont bien établies lorsqu'il écrit son livre, à savoir le Moyen-Âge, en allant beaucoup plus loin et en particulier en traitant de l'arrivée du scepticisme, de l'arrivée des philosophes du XVIIIe siècle qui vont progressivement contester, de la rationalité, qui vont contester l'efficience de ces rois médecins et en particulier de ces rois thaumaturges. Il traque par exemple quelque chose qui est très intéressant, Muriel Gautefeuille-Ragu, c'est la disparition du merveilleux. Il y a ainsi, page 385, il dit « Les philosophes habituant l'opinion à ne plus considérer les souverains que comme des représentants héréditaires de l'État, la désaccoutumèrent en même temps de chercher en eux et par conséquent de trouver quoi que ce soit de merveilleux. » Cette question de la disparition du merveilleux dans les sociétés du XVIIIe et du XIXe siècle est extrêmement intéressante. Oui, la royauté s'était entourée effectivement de surnaturel, de merveilleux, et on voit bien que même si le rite ne disparaît en France, on l'a rappelé tout à l'heure en début d'émission qu'en 1825, déjà au XVIIIe siècle, on remettait totalement en cause ce caractère surnaturel, merveilleux, avec le progrès bien sûr de la raison. Et puis on voit combien il est aussi un homme de son temps, Étienne Alain, quand il dit cela, parce qu'il est un homme de la rationalité scientifique, de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il baigne, vous l'avez dit, dans une université de Strasbourg qui comporte avec lui Lucien Febvre, Maurice Halbwachs, mais il est en relation avec beaucoup d'élèves de Durkheim en sociologie, et il dit la décadence du miracle royal est étroitement liée à cet effort des esprits, au moins dans l'élite, pour éliminer de l'ordre du monde le surnaturel et l'arbitraire en même temps que pour concevoir les institutions politiques sous un aspect uniquement rationnel. Effectivement, et c'est un des aspects fascinants du livre et aussi problématique, puisqu'il faut dire que nous aussi, nous avons maintenant une distance temporelle vis-à-vis de Bloch, c'est-à-dire que d'un côté, Bloch travaille sur quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, et ça c'est une rupture essentielle qu'on pourrait dire anti-positiviste, c'est-à-dire que une fois qu'on a établi que quelque chose était faux, ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant pour l'historien. Et là, Bloch fait une percée intellectuelle, parce que c'est, au fond, une grande partie du positivisme du 19e siècle considérait qu'à partir du moment où c'était une erreur, c'était pas intéressant. Mais en même temps, Bloch est effectivement fils de son temps, parce qu'on voit que il voit l'intérêt intellectuel de travailler sur ce qu'il considère comme une erreur collective, il le dit à la fin, mais d'un autre côté, il le qualifie quand même d'erreur collective, c'est-à-dire qu'il adopte le point de vue
de l'européen rationnel de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ce qui n'est pas un point de vue absurde par ailleurs, mais un point de vue qui est très normatif, c'est-à-dire qui dit qu'il travaille sur une erreur collective et sur sa dissipation d'une certaine façon. Ouais, ça veut donc dire qu'on peut se nourrir aujourd'hui des rois thaumaturges de Marc Bloch, puisqu'il s'agit d'avoir raison avec lui, mais aussi prendre sa distance en partie par rapport à ce type de conclusion, c'est-à-dire qu'il est, malgré son désir très ardent d'être à distance de son objet, ce qu'il a beaucoup fait par exemple pour les réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre, de regarder la circulation des fausses nouvelles avec une distance de savant, il est tout de même pris, comme nous le sommes tous, dans l'époque dans laquelle il se trouve, Muriel Gaud-Ferragut. Oui, il y a de très nombreux prolongements, bien évidemment, au roi thaumaturge, de très nombreux, je pense à Colette Beaune, naissance de la nation France, plein de prolongements, et pour autant, on peut apporter, un certain recul sur quelques points. Étienne Anaïm. Heureusement que dans l'histoire des sciences historiques, il y a quand même des modifications, des transformations. Donc, je crois que effectivement, c'est déjà un livre qui résiste, on pourrait dire, du point de vue épistémologique, particulièrement bien. C'est-à-dire qu'il y a peu de livres des années 20 qui méritent d'être autant lus, non seulement pour ce qu'ils ont représenté à l'époque, mais pour ce qu'ils peuvent encore représenter aujourd'hui. Mais pour comprendre l'importance de Bloch, il faut ajouter un mot à cet endroit-là. C'est que ce livre a lui-même été repris par un certain nombre de relais. C'est-à-dire que si ce livre est aussi important pour nous, c'est aussi que la génération intermédiaire entre nous et lui, c'est-à-dire la génération des Duby, Le Goff, Carlo Ginzburg, ont été fascinés par ce livre et que d'une certaine manière, ils l'ont rechargé intellectuellement en l'interprétant, en le commentant, et l'histoire des mentalités, l'anthropologie historique a fait de ce livre un totem qu'il n'était pas forcément pour la génération de Bloch. Et vous, si vous le rechargiez, comme vient de le dire Étienne Anaïm, pour une nouvelle génération, Muriel Gaud-Ferragut, qu'est-ce que vous diriez? J'insisterai un peu plus qu'il ne le fait sur le rôle des reines parce qu'il n'en parle pas du tout. Ah oui, vous avez travaillé sur la reine au Moyen-Âge, oui, mais justement, c'est très intéressant parce que même pour l'Angleterre, on voit très bien qu'il faut différencier là la reine héritière parce qu'il y a des reines en Angleterre, je pense à Marie, Tudor, etc., qui ont aussi pratiqué ce rite du toucher et cette guérison miraculeuse. On a l'impression qu'il n'y a que des hommes qui agissent ici dans le livre. Or, les reines ont aussi agi comme héritières parce qu'elles sont reines à part entière et non pas simples épouses de roi. Donc, je prolongerai aussi là-dessus. Vous feriez un appendice qui s'appellerait les reines thaumaturges. Ouais, voilà. Et peut-être aussi réfléchir aussi sur la manière dont le rite perdure au XIIIe siècle sous Louis IX. Pourquoi à ce moment-là exactement, dans le renforcement de l'État? Pourquoi sous Charles V, il prend une importance aussi grande aussi? Je réfléchirai aussi là-dessus. Et vous, Étienne Anaïm? Moi, je pense qu'il y a deux manières de lire le livre aujourd'hui. Pour les historiens, c'est un grand livre parce que c'est un livre qui met ensemble une érudition extrêmement exigeante, un travail sur les documents, sur les textes, et une vision large de sciences sociales nourrie de sociologie ou d'anthropologie. Et ça, c'est vraiment une grande leçon de Marc Bloch. Et puis pour le citoyen concerné par la politique, je crois que c'est un grand livre sur la question du souverain et de son corps. Et c'est une question qui se pose encore aujourd'hui. On a vu il y a quelques semaines la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Et je me souviens d'avoir entendu un commentateur dire, au fond, c'est un rituel républicain un peu comme les écrouelles l'étaient du temps de l'Ancien Régime. Et ça m'a frappé d'entendre ce commentaire parce que on voit ici une perduration de la question du corps du souverain qui n'est pas anodine encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, Muriel Gaud-Ferragut. Donc, je rappelle que un de vos livres s'intitule La Reine au Moyen-Âge, qui vient d'ailleurs d'être traduit en langue anglaise, et vous en êtes très heureux, j'imagine, parce que ça vous permettra d'être aussi lu dans beaucoup plus d'espace que le simple espace francophone. Et vous avez fait votre thèse sur les funérailles et la mort des princes dans la France de l'ancien... Donc sur un rituel. La fin du Moyen-Âge, effectivement. Et Étienne Anaïm, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études et directeur de la revue Les Annales, et donc le lointain héritier, pourrait-on dire, de Marc Bloch, ainsi que de Lucien Febvre. Merci à tous les deux. Demain, nous continuons cette série Avoir raison avec Marc Bloch, en nous intéressant à un autre grand livre de cet historien, La Société féodale. Avoir raison avec Marc Bloch, une émission préparée par Marion Dupont. Bernard Laniel nous a accompagnés à la technique toute cette émission et Véronique Lamandour à la réalisation.